Salut les champions, salut à tous. Les dernières années, on a pu observer un regain d'intérêt pour la Formule 1. Ceci s'observe par des chiffres. Sur Canal+, en 2021, l'audience moyenne était de 1,4 million d'abonnés, 18% de plus que la saison précédente. On observe également une hausse de 50% des audiences sur les 2 dernières saisons. Une telle hausse des audiences s'explique par une saison d'anthologie que nous ont offert Max Verstappen et Lewis Hamilton. Max Verstappen ayant été sacré champion du monde au terme du dernier tour du dernier Grand Prix, et également grâce à la série Netflix Drive to Survive qui ramène toujours plus de néophytes. Et donc si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez pas grand chose en Formule 1, voire même rien, cette vidéo est faite pour vous. Je vais tenter de vous donner des clés pour suivre la saison prochaine de Formule 1 qui va débuter en mars. Alors d'abord, une première interrogation que vous avez sûrement, c'est comment se déroule une saison de Formule 1. Alors la saison prochaine de Formule 1 se déroulera en 23 courses, avec des courses emblématiques comme celle de Monaco par exemple, des courses bien sûr qui seront moins emblématiques, avec notamment de nouveaux circuits comme celui de Miami ou des circuits qui ont été instaurés la saison passée, avec par exemple le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Les 20 pilotes se disputent le titre de champion du monde, et donc au terme de ces courses, le pilote ayant le plus de points deviendra champion du monde et obtiendra ce trophée. Alors, comment se déroule un week-end de course? Un week-end de course est divisé en 3 jours. Tout d'abord, le vendredi, nous avons 2 séances d'essai d'1 heure depuis la saison dernière, qui permettent aux équipes de tester leurs monoplaces, de les ajuster, de faire les derniers réglages du week-end. Il existe également une 3e séance d'essai libre, celle du samedi matin, qui va permettre de faire les derniers ajustements avant la séance de qualification. La séance de qualification a donc lieu le samedi après-midi et va permettre aux pilotes de se battre pour obtenir la meilleure place sur la grille de départ pour la course du dimanche. Cette séance de qualification n'est pas une course, il s'agit simplement de faire le meilleur temps et elle se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, nous avons les 20 pilotes qui peuvent concourir sur la piste pendant 18 minutes avec pour but de faire le meilleur temps. Les 5 pilotes ayant fait les moins bons temps sont éliminés de la première séance de qualification, ce qu'on appelle la Q1, et occuperont les places sur la grille 16 à 20. Ensuite, la Q2 avec les 15 pilotes qui ont fait les meilleurs temps voit pendant 15 minutes se disputer ces 15 pilotes les 10 premières places, donc on essaye de passer en Q3. Les 5 pilotes n'ayant pas réussi à passer en Q3 occuperont les places sur la grille 15 à 11. Cependant, les 10 pilotes qualifiés pour la Q3 partiront avec les gommes avec lesquelles ils se sont qualifiés en Q2. Lors de la Q3, les 10 derniers pilotes devront ensuite se disputer la pole ou tout simplement la meilleure place possible sur la grille de départ pour le lendemain. Il existe également une règle de parc fermé, c'est-à-dire que avant la qualification, les voitures n'ont plus le droit d'être modifiées, elles sont sous parc fermé. Plus aucun réglage n'est autorisé sous peine de pénalité, hormis bien sûr quelques petits ajustements. Depuis la saison dernière, des qualifs sprint ont été mis en place et le format du week-end a été modifié. C'est arrivé 3 fois la saison dernière, à Silverstone, au Brésil et à Monza. Alors bien sûr, le format est modifié, ce qui fait que le vendredi matin, les équipes disputent la première séance d'essai libre et disputent directement après l'après-midi la première séance de qualification. Cependant, cette séance de qualification ne donne pas les places sur la grille de départ pour le Grand Prix du dimanche, mais pour la qualification sprint du samedi après-midi qui se dispute après une autre séance de FP2. Il y aura donc que 2 séances d'essai libre dans ce format de week-end, mais les pilotes pourront se qualifier de nouveau avec cette qualification sprint qui va permettre d'établir, elle, la grille de départ pour le Grand Prix du dimanche. Cette qualification sprint consiste en une course de 100 km, soit bien moins bien sûr que la course du dimanche, et donc ce nouveau format rend un petit peu plus haletant le week-end avec des qualifications dès le vendredi, donc un petit peu plus d'enjeux. Alors que pour la saison à venir, nous verrons 3 nouvelles qualifications sprint avec Imola, Spielberg et Interlagos, avec également un nouveau système de points pour ces qualifications sprint. Ce ne sont plus seulement les 3 premiers qui en recevront, mais les 8 premiers. Le premier reçoit 8 points, le deuxième en reçoit 7, le troisième 6, et ainsi de suite jusqu'à ce que le 8e reçoive un seul point. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le format d'un week-end,
Nous allons donc pouvoir évoquer le fonctionnement des courses et de ce qu'il y a autour. Alors tout d'abord, un départ de Grand Prix. Comment cela se passe? Les pilotes se situent sur la grille. Après un tour de formation dans lequel ils auront bien chauffé leur gomme, les pilotes se placent sur la grille et attendent le départ. Le départ est donné par les 5 LED rouges qui s'allument une à une et s'éteignent toutes d'un coup. Bien sûr, lors du départ, des pilotes peuvent être pénalisés sur cette grille, c'est-à-dire que leur résultat de qualification ne se verra pas attribué le lendemain pour la course. Une pénalité leur est donc appliquée, elle peut être de 5 ou 10 places, voire peuvent la faire partir de fond de grille. Ces pénalités peuvent être dues à des changements de pièces non autorisés par le règlement. Des changements de pièces notamment en trop, par exemple il y avait 3 changements de moteur autorisés la saison passée. Lorsqu'un pilote changeait une 4e fois son moteur, il était pénalisé. Des pilotes peuvent également partir des stands en cas de problème, par exemple des problèmes avant le départ de Grand Prix qui entraîneraient des réparations et donc une pénalité. C'est le départ le plus pénalisant pour un pilote. Tout le week-end, nous pouvons également voir des drapeaux. À commencer par le drapeau principal, le drapeau à damier que nous ne verrons qu'en fin de course. Alors ici sur la photo, il est brandi par Pelé lors du Grand Prix du Brésil en 2002. D'ailleurs, il l'avait brandi en retard. Ce drapeau indique la fin de la course au pilote. Le premier pilote à le franchir est le vainqueur de la course. Il existe également d'autres drapeaux que nous voyons tout le week-end, à l'image du drapeau vert qui indique que les pilotes peuvent reprendre un rythme normal et continuer la course. Le drapeau jaune, ici indiqué avec des panneaux LED, indique qu'il y a un danger sur la piste et que les pilotes doivent se méfier. Le double drapeau jaune indique quant à lui que le danger est sur la piste et pourrait amener les pilotes à faire un écart, donc que les pilotes devraient redoubler de vigilance. Il existe également des virtual safety cars qui imposent un ralentissement au pilote selon un delta qui s'affiche sur le volant. La virtual safety car a notamment été instaurée après la mort de Jules Bianchi sous régime de drapeau jaune en 2014 au Japon. La safety car a quant à elle lieu lorsqu'il y a des débris à nettoyer sur la piste ou que les commissaires doivent intervenir pour toute autre raison, notamment des voitures dans le bac à gravier à retirer, lorsqu'il n'y a pas trop de dégâts sur la piste et qu'il n'y a pas besoin de mettre de drapeau rouge, car il arrive que les dégâts soient tels qu'ils empêchent les voitures de circuler, ou qu'il y ait d'autres circonstances bien plus graves, à l'image de l'accident de Romain Grosjean en 2020, qui avait fait intervenir la medical car directement et les commissaires. Heureusement, il s'en était sorti, mais comme on voit là affiché sur le panneau LED, le drapeau rouge est bien évidemment affiché. Le drapeau bleu avertit les voitures retardataires lorsque les voitures en tête de course leur prennent un tour. Celles-ci devront alors s'écarter pour leur laisser le passage. Il existe également des drapeaux avertissements. Ici, c'est le carton jaune de la F1, le drapeau noir et blanc qui avertit des pilotes pour une conduite dangereuse. Donc ici, c'est le pilote numéro 9 qui est averti. Le drapeau noir, quant à lui, disqualifie un pilote de la course, également pour conduite dangereuse. Il existe également les track limits, alors celles-ci ont pour but de limiter les dépassements forcés. Elles se caractérisent par les lignes blanches tracées sur les bords de piste, mais aussi, dans certains virages, par les vibreurs. Un des aspects les plus importants que vous serez amené à entendre très souvent lors des Grands Prix, c'est les gommes, la question des gommes, qui revient très souvent en Formule 1 maintenant, qu'on va évoquer avec différents types de gommes. Chaque équipe a des allocations de gommes pour le week-end. Ici, on voit à l'écran 3 types de gommes, donc les 3 types de gommes slick, les gommes rouges les plus tendres, donc les soft, les gommes jaunes, les médiums, et les gommes blanches, les pneus durs, les pneus hard. Les pneus hard sont connus pour tenir le plus longtemps en course et sont bénéfiques dans le cadre d'un Grand Prix. Les pneus rouges sont connus pour faire les meilleurs temps en course et donc sont bénéfiques lorsqu'il s'agit de faire un tour rapide, notamment en qualification. Donc ici, on voit à l'exemple les pneus choisis par Pirelli pour le Grand Prix du Qatar de la saison dernière, avec les pneus les plus durs de la gamme Pirelli, puisqu'il y a 5 pneus dans la gamme Pirelli, et ici, les pneus choisis sont les pneus C1, C2 et C3. Pirelli peut également imposer des pressions par sécurité, après les nombreux incidents, notamment ceux arrivés à Silverstone à plusieurs reprises. Il existe également des pneus pluie
avec à l'image des pneus verts, les pneus inter avec des rainures, des rainures un petit peu plus légères que les pneus bleus, les pneus wet, utilisés lorsque les conditions de piste sont plus extrêmes, la piste plus inondée, permettant de dégager plus d'eau sous la monoplace. Il existe des circuits qui mettent davantage en péril les pneus, qui les usent plus facilement. C'est pour cela qu'il faut chauffer la gomme et donc on peut observer les pilotes faire des zigzags pour bien maintenir à température la gomme. Si les pneus sont bien chauffés, la surface du pneu aura tendance à avoir une meilleure accroche avec le sol et donc procurer de meilleures performances. On voit ici par exemple Lewis Hamilton qui avait fini sur 3 roues à Silverstone dans son Grand Prix national. Lors du dernier tour, il avait subi une crevaison. Si la température est mal gérée, il arrive différents phénomènes. Alors tout d'abord, il y a ce phénomène de graining. Alors comme son nom l'indique, il s'agit là de la formation de grains sur la surface du pneu qui a tendance à se dégrader. Ce pneu se dégrade également aussi lorsque la conduite du pilote est trop agressive. Mais cette dégradation de la surface du pneu n'est pas la seule puisqu'il existe également le blistering. Le blistering, c'est ce phénomène de cloques qui se créent sur la surface du pneu qui peuvent éclater à tout moment et causer de graves dégâts sur la gomme du pilote. Ceci arrive notamment lorsque les gommes sont trop montées en température ou que la piste devient trop chaude. On peut également observer, notamment en fin de Grand Prix, des marbles. Ce sont des petites boules de gomme qui se mettent en dehors de la trajectoire des pilotes, qui, lorsqu'on roule dessus, fait perdre de l'adhérence aux monoplaces. Alors, on les observe notamment en fin de Grand Prix. Pourquoi ? Parce que lorsque les pilotes ont franchi la ligne d'arrivée, les monoplaces auront tendance à rouler justement sur ces marbles pour gagner un petit peu en poids lors de la pesée de fin de Grand Prix. La prise en compte de tous ces paramètres fait varier le nombre d'arrêts au stand. Alors les arrêts au stand ne voient plus les monoplaces être revitaillées en essence depuis 2010. Les arrêts au stand sont notamment et surtout des arrêts qui sont faits pour changer les gommes qui doivent être forcément changées lors d'un Grand Prix, sauf en cas de force majeure, notamment de drapeau rouge lors d'un Grand Prix, lorsque l'arrêt n'est plus nécessaire. Donc on y voit notamment des changements de pneus ou des changements de pièces lorsque l'aileron avant par exemple est endommagé, ce qui arrive assez souvent lors d'un contact avec une autre monoplace par exemple. Les arrêts au stand arrivent également en cas de pénalité de stop and go de 5 ou de 10 secondes, en cas d'accrochage ou tout autre incident dont le pilote en question est fautif. Red Bull détient le record de l'arrêt au stand le plus rapide avec 1 seconde,82. On peut beaucoup perdre sur un arrêt au stand, c'est pour cela que nous voyons beaucoup de stratégies s'y effectuer, avec notamment des stratégies d'undercut par exemple, c'est-à-dire que lorsque deux pilotes sont proches l'un de l'autre en course, l'un des deux s'arrête avant l'autre. Lorsque nous arrêtons avant celui-ci, nous poussons ce dernier à suivre notre stratégie et donc s'arrêter juste derrière et potentiellement finir devant lui après son arrêt, mais également des stratégies d'overcut, c'est-à-dire s'arrêter après, rester en piste le plus longtemps possible pour après son arrêt au stand, sortir devant l'adversaire. Les arrêts sous Virtual Safety Car et Safety Car sont plus courts, puisqu'en effet, les temps en piste sont bien plus longs qu'en temps normal et donc les pertes d'un arrêt sont bien moins conséquentes. Alors comment sont attribués les points au championnat du monde des pilotes ? Alors à chaque Grand Prix sont attribués des points. Le premier en obtient 25, le deuxième 18 et le troisième 15. Ensuite vous voyez le reste des points s'afficher ici. Il existe également un point qui est attribué pour le meilleur temps en course si le pilote qui l'a effectué est classé de la première à la 10e place. Si ce n'est pas le cas, le pilote ayant effectué le meilleur temps en course est classé de la 11e à la 20e place, le point du meilleur temps en course ne sera donc pas attribué. Passons maintenant sur les termes un petit peu plus techniques. Qu'est-ce que par exemple le DRS ? C'est un système de réduction de traînée qui permet à l'aileron arrière de s'ouvrir en ligne droite et d'augmenter la vitesse de la monoplace. Alors il s'ouvre en qualification pour réaliser le meilleur temps possible, mais il peut être également utilisé en course et est très bénéfique pour les déplacements. Il s'ouvre lorsque les 3 premiers tours de course sont effectués, lorsque les conditions le permettent, et lorsque le pilote devant est à moins de 1 seconde de la monoplace en question. Il existe également des phénomènes d'aspiration, c'est-à-dire que la monoplace devant engendre un flux d'air pour la monoplace à l'arrière, et donc la monoplace à l'arrière aura moins de mal à accélérer et fera face à moins de perturbations aérodynamiques
et pourra donc bénéficier de l'aspiration de la voiture devant pour pouvoir la doubler. Les secteurs, ce sont les différentes parties du circuit. Ici, on voit par exemple le tracé du circuit Paul Ricard du Grand Prix de France avec 3 secteurs. On observe également donc sur ce circuit l'exemple des zones de DRS avec 2 lignes droites, donc du virage 15 au virage 1 de la ligne de départ arrivée, avec une zone de détection juste avant. Donc c'est à la zone de détection que l'on observe si la monoplace devant est à moins d'une seconde ou non. On observe également une deuxième zone de DRS sur ce circuit avec une zone entre les virages 7 et 8. De quoi est composée une monoplace de Formule 1? Alors on observe à l'avant, donc l'aileron avant, pièce facilement changeable mais le plus souvent en proie à des dégâts. Le halo également au-dessus de la tête du pilote, instauré depuis quelques années, ayant déjà fait ses preuves, notamment pour l'accident de Romain Grosjean, ou lorsque Hamilton aurait pu se retrouver avec la monoplace de Verstappen sur la tête à Monza la saison passée. Les dégâts ont en tout cas été très limités. Il existe également l'aileron arrière, donc c'est celui-ci qui s'ouvre lorsque le DRS est ouvert. Le fond plat se situe en dessous de la voiture et à l'aide de diffuseurs d'air permet d'avoir de meilleures performances aérodynamiques. En 2022, la Formule 1 met en place un nouveau règlement avec tout d'abord une nouvelle forme de monoplace et les pneus avec un passage des jantes 13 pouces à des jantes 18 pouces. Cette modification de monoplace va rendre la Formule 1 plus compétitive et va réduire les écarts entre les différentes écuries. Il existe également un règlement financier avec une limitation à 145 millions de dollars de dépenses pour chaque équipe. Alors celui-ci va rendre d'autant plus la Formule 1 compétitive et va donc aider les petites équipes. Il est à prendre en considération que le salaire des 3 personnes les plus rémunérées de l'équipe ne seront pas prises en compte. Les pilotes également ne seront pas pris en charge dedans, ce qui aurait été une grande épine dans le pied de Mercedes avec un grand salaire comme celui de Lewis Hamilton. Le marketing également ne rentre pas en compte dans cette limitation. Autre petit détail, le numéro 1 sur une monoplace est attribué au champion du monde si celui-ci ne veut pas garder son numéro. Lewis Hamilton gardait son numéro. Cette année, nous pourrons voir le numéro 1 sur une monoplace car c'est Verstappen qui a été champion du monde la saison passée et que lui affiche ce numéro sur sa voiture. Mais alors quel est le rôle des équipes? Alors le rôle des équipes est de développer la monoplace un maximum pour avoir les meilleures performances, mais également de faire gagner ses pilotes pour obtenir la victoire au championnat du monde des écuries. Les mécaniciens et les ingénieurs font leur travail donc sur la monoplace pour que celle-ci soit le plus performant possible. Et de l'autre côté, l'écurie essaye donc de mettre dans de meilleures dispositions possibles ses pilotes pour que ces derniers arrivent à de belles performances. Il est également important de battre son coéquipier puisque le second pilote aura tendance à servir de test pour le pilote numéro 1. En effet, on teste la stratégie d'aérostand par exemple sur le pilote numéro 2 avant de l'effectuer sur le pilote numéro 1. Le pilote numéro 2 pourra également aider le pilote numéro 1 plutôt que le concurrencer lorsque les écarts sont plus grands de niveau entre les deux pilotes, à l'image de l'écart entre Hamilton et Valtteri Bottas ou de Sergio Pérez et Verstappen, notamment Verstappen qui avait été aidé par Pérez lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison dernière, avec la défense du Mexicain. Le contre-exemple est la concurrence entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton chez Mercedes, avec la victoire notamment de Rosberg en 2016, avec la lutte acharnée que s'étaient donnée ces pilotes pour le titre entre 2014 et 2016. Il est important pour les équipes d'avoir un bon sponsoring, sans quoi elles ne pourraient être compétitives, puisque la plupart de l'argent des écuries rentre à travers ce sponsoring. De plus, il est important de savoir que les équipes ne sont pas toutes des marques de voitures, comme Mercedes ou Aston Martin. Il existe également des sponsors ou des noms de propriétaires qui prennent directement le nom des écuries à l'image de Haas ou de Red Bull. Passons désormais à une courte présentation des 10 écuries et des 20 pilotes, à commencer par l'écurie Mercedes pour la 8e fois la saison dernière, consécutivement championne du monde, avec cette année une nouveauté, c'est George Russell qui va prendre la place de Valtteri Bottas dans la voiture numéro 2, en tout cas ce qui est censé être la voiture numéro 2 de Mercedes. George Russell, après avoir fait une bonne saison l'année passée avec Williams, il a marqué ses premiers points avec l'écurie, il en a compté 16, ce qui est le meilleur résultat depuis 2017 avec cette écurie. Il l'a redressé
et a même réalisé un podium à Spa-Francorchamps, même si le Grand Prix n'avait pas eu lieu, il avait réalisé une deuxième place en qualification. Ce champion GP3 2017 et champion du monde de F2 2018 aura à cœur de réaliser des bonnes performances face à son coéquipier Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, malheureusement pas 8, il y détient donc le co-record avec Michael Schumacher. Il est également recordman du nombre de pôles, de podiums et de victoires. Red Bull, écurie déjà depuis 2010 sur le devant de la scène en Formule 1 avec les 4 titres de champion du monde de Sebastian Vettel. L'écurie est donc revenue sur les devants de la scène cette année avec une monoplace enfin à la hauteur des attentes des spectateurs et des fans. Red Bull a donc permis à Max Verstappen d'obtenir son premier titre de champion du monde la saison passée, et en fait ainsi le premier néerlandais à le devenir. Il est également le plus jeune pilote de l'histoire à avoir pris le départ d'un Grand Prix en 2015 à seulement 17 ans, et il est également le plus jeune pilote à avoir marqué des points. Max Verstappen, en pleine forme la saison passée, semble avoir pris une autre envergure. C'est également le plus jeune vainqueur de Grand Prix lorsqu'il est directement passé chez Red Bull. Sergio Pérez, son coéquipier, est peut-être ce qu'il manquait à l'écurie Red Bull, enfin un second pilote compétitif, capable de remporter des courses, d'aider son coéquipier comme ce fut le cas lors de la saison passée. Sergio Pérez est le second Mexicain à avoir remporté un Grand Prix 50 ans après. C'est également celui qui détient le record de la victoire la plus tardive en F1 après le plus grand nombre de courses, 190. Il est l'un des meilleurs seconds pilotes Red Bull, puisque depuis 2013, aucun pilote ne s'était aussi bien classé que lui. Ça remontait à Mark Webber qui s'était classé 3ème. Sergio Pérez s'est classé 4ème la saison passée. Après une saison 2020 calamiteuse, Ferrari a su se relever en 2021 avec le nouveau Carlos Sainz, issu de McLaren, et Charles Leclerc, le jeune espoir. Charles Leclerc, champion du monde de GP3 2016 et de F2 2017, avait notamment remporté 2 courses déjà avec la Scuderia en 2019. Il est également le premier monégasque à avoir obtenu une pole position. Il l'a obtenu notamment à Monaco. Malheureusement, il n'avait pas pu prendre part au départ après le crash qu'il avait effectué en fin de qualification. À côté de lui, l'Espagnol Carlos Sainz, qui lui réalise de très bonnes performances, mais est toujours à la recherche d'une première place. Mais il a réalisé l'an passé son meilleur résultat en carrière, avec 4 podiums, ce qui était très bien pour une Scuderia qu'on savait l'année dernière en grande difficulté avec Vettel. McLaren est de retour. Malgré un début de saison compliqué, Daniel Ricciardo a su rapporter une victoire à McLaren, et mieux qu'une victoire, un doublé avec son coéquipier Lando Norris. Ricciardo compte 32 podiums et 8 victoires en F1, notamment avec Red Bull, et donc il a retrouvé grâce à ce doublé la victoire après 67 Grand Prix de disette. Lando Norris, lui, a enfin signé une pole position avec McLaren en Russie. Malheureusement, ça s'était mal terminé pour lui. Il compte 5 podiums en F1 et il est donc le plus jeune pilote britannique à monter sur un podium. L'écurie Alpine, c'est le nouveau nom de l'écurie Renault, avec le retour la saison passée de Fernando Alonso, qui s'est montré parfaitement à la hauteur, avec notamment un podium obtenu et la grande aide procurée à Esteban Ocon pour sa victoire à Budapest. Fernando Alonso, le double champion du monde de 2005-2006 et le premier espagnol champion du monde, a fait son retour après 2 ans de disette. Il avait quitté McLaren dans de mauvaises circonstances. Il est également le premier pilote à être champion d'endurance et de Formule 1. De l'autre côté, Esteban Ocon, lui, le pilote appartenant à Mercedes, a donc une victoire à son compteur en F1 et également le plus jeune français à avoir été dans les points. L'écurie Alpha Tauri, ou anciennement appelée Toro Rosso, est la petite sœur de Red Bull. Pierre Gasly et Yuki Tsunoda la composent. Pierre Gasly, lui, après avoir été rejeté de Red Bull en 2019, va pouvoir disputer pour la 4e année consécutive le championnat du monde de Formule 1 avec Alpha Tauri. Il compte 3 podiums, dont sa victoire à Monza en 2020. Il a également porté sur ses épaules cette écurie avec 110 points la saison passée, meilleur total de sa carrière. Yuki Tsunoda, quant à lui, est arrivé en Formule 1 la saison dernière. C'est le premier de 2000 à être arrivé dans cette discipline. Il est le plus jeune pilote japonais à avoir disputé un Grand Prix en Formule 1 et il a remporté des points pour sa première course à Bahreïn. Aston Martin, ou anciennement Racing Point, avec Sebastian Vettel qui avait quitté Ferrari la saison passée pour rejoindre Aston Martin, et donc cela s'était plutôt bien passé pour lui.
Il a offert à Aston Martin notamment son premier podium la saison passée avec la seconde place obtenue à Bakou. Le quadruple champion du monde avec Red Bull entre 2010 et 2013 aura à cœur la saison prochaine de continuer à développer l'écurie Aston Martin. Il est également le plus jeune champion du monde de Formule 1. Lance Stroll, le fils du propriétaire Lawrence Stroll, est également reconduit dans l'écurie Aston Martin. Il est le plus jeune pilote à s'élancer en première ligne d'un Grand Prix. Il compte également 100 Grands Prix en Formule 1 pour 3 podiums. Il y aura de la nouveauté en 2022 du côté de chez Williams. Alors non pas du côté de Nicolas Latifi, puisque celui-ci est reconduit pour la 3e saison consécutive, et il a remporté ses premiers points en carrière la saison précédente. La nouveauté, elle se fait du côté d'Alex Albon. Alex Albon a été remplacé par Sergio Pérez la saison passée dans la 2e monoplace de Red Bull, et donc retrouve un baquet cette saison chez Williams, et aura à cœur de montrer vraiment de quoi il est capable avec l'écurie donc du défunt Frank Williams, auparavant sur le devant de la scène. Il compte 38 courses en Formule 1, dont 2 podiums, et il est le premier pilote de Formule 1 thaïlandais depuis 1954. 2 nouveaux pilotes chez Alfa Romeo, c'est la seule écurie à renouveler entièrement ses pilotes, avec tout d'abord le remplaçant de Kimi Raikkonen, le recordman du plus grand nombre de grands prix disputés dans la discipline, qui a pris sa retraite la saison passée, se verra être remplacé par Valtteri Bottas. Bottas, le vice-champion du monde avec Mercedes 2019 et 2020, aura à cœur de prouver de quoi il est capable avec une voiture beaucoup moins bonne évidemment que sa Mercedes. Mercedes avec qui il a toujours été en Q3, il n'a jamais été sorti avant en qualification. Il compte 67 podiums, donc 10 victoires sur 178 courses. À côté de lui se régnait le chinois Guan Yu Zhou, premier chinois à courir en Formule 1. Il est 3e au classement des pilotes de Formule 2 la saison passée et champion 2021 de Formule 3 asiatique. Après une saison catastrophique la saison passée avec très peu de développement sur sa monoplace, Haas réaligne les mêmes pilotes Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Mick Schumacher, fils donc du septuple champion du monde Michael Schumacher, champion d'Europe de F3 et champion du monde de Formule 2 en 2020. Il n'a pas de points inscrits en Formule 1, tout comme Nikita Mazepin, pour qui c'est également la première saison en Formule 1. Il a été 5e de Formule 2 en 2020 et compte 2 victoires lors de cette saison d'ailleurs de Formule 2. Et bien pour finir, j'aimerais vous donner quelques conseils pour suivre la Formule 1 et ce qu'il y a autour, notamment grâce à Canal+, et les documentaires rétro qui font le résumé de chaque saison de Formule 1 depuis 2013, depuis que la chaîne a les droits, pour mieux comprendre la chronologie des faits en Formule 1. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de la Formule 1, sport tant passionnant que j'espère que vous suivrez. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de le suivre. Et n'oubliez pas, faire du sport, c'est bien, le regarder, c'est mieux. Salut les champions!